Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour donc la revue d'actualité de l'OCIR. Donc comme tous les mois, on va essayer de vous faire un résumé exhaustif des news qui sont survenues au cours du mois précédent. Bonjour à tous. Donc on est donc Jérémy et Melchior. Et donc on commence comme d'habitude avec un rappel du support Windows en couleur. Donc déjà avec donc côté Workstation. Donc, a priori, il y a pas encore de news. Donc, vous êtes encore un peu tranquille. Et côté Windows Server aussi. En faille, on commence comme à chaque fois par le patch Tuesday de Microsoft. Donc, bulletin de mai, 72 vulnérabilités patchées, dont 16 vulnérabilités de type 0D. Donc, la première concerne la librairie DWM Core, donc, qui est une librairie utilisée par Windows pour le rendu de son interface graphique. Donc, on a une élévation de privilèges. Donc, vous allez le voir, on a plusieurs élévations de privilèges dans ce patch Tuesday qui ont été corrigées. Donc, la première, c'est dû à un use after free, donc, qui est une vulnérabilité donc exploitée par une faiblesse dans un programme qui, du coup, enfin, l'attaquant va chercher à utiliser une zone mémoire qui a été libérée pour pouvoir effectuer des comportements malveillants. Bon, on a quelques exemples dans cette présentation. Pour cette vulnérabilité, ça affecte a priori toutes les Windows 10 Workstation, donc qui sont donc supérieures ou égales à la version 18.09 et toutes les versions Windows 11. Pour les Windows Server, donc toutes les versions supérieures ou égales à la 2019. Ensuite, on a donc encore une élévation de privilège donc sur le pilote CLFS. Donc on a aussi un use after free. Donc, côté scope machine infectée, on a impacté, on a Windows 10 et 11, donc toutes les versions de Windows 10 et tous les Windows Server supérieurs ou égales à 2008. On a également une deuxième CVE qui concerne le pilote CLFS et donc qui amène au même résultat, donc dû à une mauvaise validation des entrées auprès du pilote CLFS. Donc la CVE 2025 32 706. Ensuite, on a encore une fois une élévation de privilège dans Auxiliary Function Driver, donc utilisé pour WinSock, qui est le gestionnaire Windows pour les sockets BSD. Donc notamment, c'est utilisé notamment par Apache. C'est le cas d'usage le plus connu sur Windows. Ensuite, on a une RCE, donc on change un peu des évaluations de privilèges. Donc côté Internet Explorer et Microsoft Edge, mais important Microsoft Edge en mode IE, donc Internet Explorer. Et donc ici, les versions impactées sont Internet Explorer et Microsoft Edge pour Windows 10 et 11 et Windows Server supérieur ou égal à la version 2008. Ensuite, on a une usurpation d'identité côté Microsoft Defender for Identity. Donc, c'est bien précisé par Microsoft que forcément la nécessité enfin, le besoin d'être en local pour pouvoir exploiter cette vulnérabilité. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est que vous n'avez pas forcément de patch à mettre en place parce que Microsoft a déjà fait le travail pour vous. Ils ont désactivé notamment le protocole NTLM donc dans les environnements impactés. Et donc, si vous avez tout de même besoin d'utiliser NTLM pour je ne sais quel besoin, il faut leur faire un ticket pour leur demander explicitement de l'autoriser. Et la dernière vulnérabilité de type 0D, donc dans Visual Studio, on a une exécution de code, mais cette fois en local. Donc, a priori, l'impact est moindre. Et donc, en version impactée, donc Microsoft Visual Studio 2022. Et donc, je vous ai mis toutes les versions pour la 2022 et la version 16.11 pour la 2019. Donc, voilà pour le patch Tuesday. Donc, ensuite, on va parler encore d'une vulnérabilité sur Windows. Donc, plus précisément sur Windows Server 2025. Donc une faille pardon, qui est liée au compte DMSA. Donc DMSA, vous connaissez sûrement MSA et GMSA, donc pour la gestion des comptes de service, donc sécurisés.
donc DMSA pour Managed Service Account. Donc pourquoi le Windows Server 2025? Parce que DMSA est une fonctionnalité qui a apparu justement dans cette version de Windows Server. Et donc là, on a une jolie vulnérabilité donc, qui a été nommée Bad Successor. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous, ce que vous allez chercher, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est lier vos comptes de service DMSA et donc utiliser un outil qui est fourni par Microsoft qui vous permet de migrer un compte de service justement existant à un compte DMSA. Et donc, ce que vous allez faire, donc, lors de votre phase d'authentification Kerberos, c'est que vous allez utiliser un patch, donc un patch pour Privilege Attribute Certificate. Donc, globalement, c'est une extension des tickets de service Kerberos, donc, qui vont contenir plusieurs informations, donc, notamment sur l'utilisateur authentifiant et ses privilèges. Et là, en fait, dans ce pack, vous allez aussi intégrer donc le SID, donc l'identifiant unique de votre DMSA, mais également les SID des comptes de service que vous allez remplacer, donc que vous allez migrer. Et donc, c'est là où se situe la faiblesse, c'est que si, et seulement si, donc l'attaquant dispose de droits d'écriture sur ses attributs, donc DMSA, bah, il va pouvoir du coup spécifier le SID de n'importe quel compte et donc, automatiquement, le but, en fait, ça va être de s'approprier les privilèges du compte remplacé. Et donc, typiquement, les comptes remplacés identifiés par les SID des comptes que vous aurez spécifiés. Donc, typiquement, si vous mettez un compte administrateur ou des comptes de services qui appartiennent à des groupes un peu sensibles, bah, immédiatement, vous allez pouvoir à récupérer les autorisations de tous vos successeurs et donc, je l'ai précisé, les privilèges des comptes de service et également des groupes associés. Et donc c'est assez fou. Donc voilà. Donc ce que je disais, c'est que elle est quand même critique parce que par défaut, enfin, la vulnérabilité fonctionne avec sa configuration par défaut et est relativement facilement exploitable. Mais Microsoft a quand même évalué qu'elle était moyenne parce qu'il était quand même nécessaire pour un attaquant de disposer des droits d'écriture sur les attributs d'un DMSA, ce qui n'est pas forcément très réaliste. Et concernant les correctifs, bon, c'est juste qu'il y en a un qui est en cours de développement et on n'a pas plus d'infos. Zero Day sur Fortinet, donc plus exactement une RCE de type Stack-Based Buffer Overflow. Donc comme indiqué, elle affecte les systèmes qui sont les FortiVoice, FortiRecorder, enfin, la version mail, NDR et caméra aussi. Elle est notamment détectée par une activité anormale du FCGI debugging, qui, pour rappel, consiste à identifier et à résoudre les problèmes dans les applications Fast CGI, qui sont utilisées pour interagir généralement avec des serveurs web. Ce que fait cette Zero Day, ça permet d'installer des malwares, créer des tâches planifiées qui, dans le but à terme de voyer des identifiants et de déployer des scripts d'analyse réseau. Je vous laisse analyser le rapport du CERT, notamment avec les versions qui en sont impactées. Il y a énormément de versions qui sont impactées et il y a environ 6 IP qui ont été identifiés par les cybercriminels que vous pouvez déjà blacklister au préalable. Donc ensuite, on a une 0D dans le kernel Linux, donc plus précisément dans son composant KSMBD. Donc c'est le composant qui est en charge du protocole SMB3 dans Linux. Donc on a encore un use after free, donc qui survient spécifiquement. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, votre programme va allouer un espace mémoire, mais cet espace mémoire va être utilisé même une fois donc typiquement là l'objet SES-user libéré. Donc là typiquement on a un thread qui libère un objet SES-user. Donc forcément la libération se fait lors de la déconnexion auprès de votre service SMB3. Et donc, en parallèle, vous avez une connexion qui va être effectuée en utilisant ces users pour justement pouvoir se lier à la session. Mais du coup, vous essayez d'accéder à un objet qui a déjà été libéré. Et c'est là que vous enclenchez votre use after free.
Et ce qui est assez drôle, c'est que cette vulnérabilité a été découverte, donc, selon le chercheur, par OpenAI modèle O3, et plus précisément via son API. Donc c'est assez drôle. Il n'y a pas encore de niveau de criticité, donc le score CVSS n'a pas encore été calculé pour cette vulnérabilité. On sait juste que son EPSS, donc le modèle statistique qui permet d'évaluer donc la probabilité que cette vulnérabilité soit exploitée sous 30 jours, donc est évalué à 0,02%. Donc il y a très peu de chances que cette vulnérabilité soit exploitée. Et donc pour les versions concernées, donc ça concerne jusqu'à la version 6.12.27 du kernel, 6.14.5 et 6.15 RC4, selon votre branche. Côté navigateur, Google Chrome a récemment reçu un patch important qui corrige trois vulnérabilités, dont une 0D. Donc la 0D est exactement de type out of bound read and write. Donc elle permettait à un attaquant de lire et écrire en dehors des limites autorisées de la mémoire. Selon le rapport officiel de Google, ils étaient déjà au courant de l'existence de cette faille depuis quelques temps. Et en plus, elle était activement exploitée. Les détails techniques sont à venir. Le patch est déjà disponible. Donc pour la version V130, enfin, la version 137.0 .7151.68 ou 69 pour Windows et Mac. On est toujours en attente du patch pour la version Linux. Comme d'habitude, vous avez un joli graphe qui vous représente donc les stats du mois des CVE pour le top fabricant. Donc, je sais pas si des gens l'utilisent. Moi, ça me fait kiffer de le faire. Donc ensuite, après les failles donc présentées, on va vous présenter les différents événements qui ont pu survenir au cours du mois. Et donc on commence par peut-être le cas le moins, entre guillemets, cyber, même si on touche un peu au Web3. Ça vous en avez entendu parler, donc tentative d'enlèvement sur Paris donc, de la fille du PDG de Pemium. Donc le but ici, c'était de demander, bon, on ne sait pas réellement, hein, mais probablement de demander une rançon ou de tenter une extorsion d'accès à des portefeuilles crypto. Donc c'est un phénomène, donc faut quand même le comprendre, qui est en hausse. Donc il y a beaucoup d'agressions physiques, d'enlèvements et de menaces de tout genre sur ce type de profil. Donc on a des cas précédents, typiquement le cofondateur de Ledger qui avait été kidnappé avec aussi sa famille, je crois, et qui a même eu un doigt sectionné donc dans le but de récupérer une rançon. Donc forcément, on comprend, on touche à la crypto, donc il y a des enjeux financiers qui sont réels et importants, et donc ça forcément attire le crime organisé. Donc c'est important de le rappeler, mais c'est pour votre cyber de manière générale, qu'il faut protéger ses accès, ses données, mais aussi ses personnes qui font partie de vos actifs. Alors, un petit rappel sur le piratage qu'il y avait eu de Mark et Spencer. Donc, c'était un piratage qu'il y avait eu en avril. Qu'est-ce que ça avait entraîné? Donc, c'était toute l'application et les terminaux de paiement qui étaient hors service. On estime, de leur côté, pardon, ils estiment la perte d'environ 4,5 millions d'euros par jour. Donc, actuellement, maintenant, on est plutôt autour de 300 millions de livres qui ont été perdus. Selon le rétablissement total serait en juillet 2025, normalement. Comment ça s'est fait? En fait, de façon assez simple, social engineering pour trouver les identifiants des salariés. Puis ensuite, dès qu'ils ont récupéré des credentials utilisables, ils ont pu chiffrer les équipements et spécifiquement les VMware OSXi. Alors pourquoi je vous en parle maintenant? C'est parce que récemment, il y a eu une news de mai qui concernait le vol des données d'utilisateurs. Donc on a appris, voilà, le piratage, il y avait eu du vol de données. Selon Mark Spencer, ils ont dit qu'il n'y avait pas de détails de carte et de paiement utilisables ni de mot de passe de compte dans les données. Ça, on n'a pas eu plus d'informations par rapport à ça. Ce que je peux vous rajouter, c'est qu'il y a déjà un cabinet d'avocats qui a engagé des procédures pour justement porter plainte contre eux. Donc ensuite, on a je vais vous parler d'une attaque de type click-fix. Si vous n'êtes pas familier avec ce type d'attaque, typiquement, c'est une technique de social engineering qui va viser à inciter l'utilisateur à directement exécuter le code malveillant sur sa machine. Et donc, c'est actuellement réalisé beaucoup par vidéo TikTok.
donc en plus généré par IA, donc pour être sûr que la vidéo soit qualitative. Et donc ici, typiquement, vous avez un exemple, sujet, comment activer Windows, donc Microsoft Office, ou même d'autres applications, donc typiquement comment utiliser Spotify gratuitement. Et donc au cours de la vidéo, ils vont vous donner des commandes PowerShell. Et donc en fait, bah, si vous regardez un petit peu plus en profondeur ce que font les commandes, mais en fait, elles peuvent typiquement vous télécharger un infostealer type Vidar ou style C et en plus, sinon c'est pas drôle, avec un moyen de persistance. Et ce qui est assez triste, mais c'est une réalité, c'est que typiquement pour ce type de contenu, on a une vidéo qui a atteint les 500 000 vues, ce qui est assez fou. Et donc c'est important de le rappeler, il faut sensibiliser les plus jeunes qui ne comprennent pas forcément ce qu'ils font. Donc c'est pas donné à tout le monde de comprendre des commandes PowerShell à vue d'œil. Sur les routeurs Asus, on a un botnet qui est actuellement en liberté, on va dire ça comme ça. Donc c'est plus de 9000 routeurs qui sont compromis, notamment les modèles RT, AC 3100, 3200 et AX55. Donc comment il fonctionne? Alors je vais essayer de prononcer le nom du botnet, mais je sais pas vraiment son nom, moi je vais l'appeler le ASSH. Comment est-ce qu'il fonctionne? Il fait un brute force sur l'interface de gestion et ensuite il exploite notamment, dès qu'il a réussi à récupérer quelque chose, il exploite la vulnérabilité, donc la CVE 2023 39780, qui permet une injection de commande avec ajout d'une clé SSH publique malveillante. Et ensuite, elle active le service SSH sur un port qui est le 53282. Et de plus, cet accès est persistant, même s'il y a une mise à jour du routeur, parce que la porte dérobée est stockée dans une mémoire non volatile, donc la NVRAM. Elle n'est donc pas supprimée lors d'une mise à jour du logiciel. Donc le potentiel objectif de ça, c'était de créer une sorte de réseau de machines zombies. En termes de remédiation, vous pouvez soit patch, il y a un patch qui justement corrige cette vulnérabilité. Vous pouvez aussi vérifier de votre côté les clés SSH, donc dans le fichier authorized key, bloquer les IP, donc là je vais les afficher, les IP à bloquer, et remettre les paramètres d'usine du routeur si vraiment c'est un dernier recours. Je pense que j'aurais dit hey, SSH-U. Ensuite, donc Crocodilus, donc là c'est le malware Android actuellement en liberté aussi. Donc qui est détecté en mars 2025 en Turquie, mais qui était peu actif à ce moment-là, et actuellement maintenant a été distribué sous la forme d'une mise à jour du navigateur à échelle mondiale, avec notamment un pic en Espagne. Donc qu'est-ce qu'il fait en fait? Il ajoute des faux contacts dans votre répertoire de votre téléphone infecté. Et derrière, vous allez recevoir des appels de cette personne, de ce faux contact, qui va potentiellement usurper l'identité d'une personne de confiance ou d'une banque pour essayer de vous faire dire des informations confidentielles, donc comme votre mot de passe et votre mot de compte. De plus, il n'est pas synchronisé avec votre compte Google, donc ce qui fait qu'il est invisible pour vos autres appareils et pour votre compte officiel. Côté ransomware, donc bon, ce point est plutôt drôle au final que critique. J'ai hésité à le mettre en divers. C'est le groupe Conti, donc qui est un groupe ransomware basé en Russie, donc qui est déjà actif depuis quelques années, qui a gentiment partagé sur Twitter son classement des EDR. Donc, ce qui a été dit dans leur poste, c'est qu'ils évaluaient leur efficacité et la difficulté à les contourner. Donc, vous avez plusieurs niveaux. Donc, vous avez du niveau LOL, donc grosse blague, à S, donc Dieu tout-puissant. Et donc, les explications des niveaux, donc S le plus résistant et LOL ridiculement inefficace. Et donc, vous retrouvez un peu tout le monde, hein. Vous retrouvez CrowdStrike, Palo Alto, euh, Elasticsearch, vous avez SentinelOne, Bitdefender, et j'en passe. Et ce qui a fait un peu jaillir la communauté, c'est de retrouver Microsoft Defender for Endpoint, donc MDE, dans la catégorie LoL. Donc Conti a communiqué un peu dessus et donc a expliqué qu'a priori, MDE dispose de solides capacités de détection lorsqu'il est correctement configuré, mais que dans la réalité, euh, il tombait rarement sur des MDE correctement configurés et donc au final, on tombait sur des outils avec soit des configurations par défaut, soit avec des configurations mal sécurisées, ce qui a malheureusement baissé le niveau dans leur classement.
dans leur estime sûrement. Toujours côté ransomware, certainement peut-être entendu parler de Keyloader. Donc c'est une sorte de faux qui passe. Donc littéralement une usurpation de l'identité officielle de qui passe. Et ils ont mis à disposition sur leur site internet d'une version officielle customisée, donc avec le nom de domaine qui serait utilisé, qui serait kipass-info.aenis.com. Et ensuite, derrière, ils auraient fait la promotion de ce site à l'aide de publicité qui serait affichée sur votre consultation internet. Donc, il embarquerait normalement dans son logiciel corrompu des fonctions malveillantes pour voler des données et déployer le ransomware derrière. Donc, il ciblerait en priorité les environnements VMware OSXi. Et il serait assez difficile à détecter car la fonction malveillante ne s'active que lorsqu'il détecte la base d'une donnée de mot de passe ouverte. Je vous laisse regarder le rapport qui indique notamment qui précise notamment les indicateurs de compromission qui a été fait par WithSecure. Donc en hack 2.0, même si c'est pas forcément une attaque qui est récente, mais c'est intéressant de voir un peu un fil rouge, donc suivi d'une fuite de données. Donc typiquement, vous savez peut-être, en 2020, il y a eu un vol de données côté Ledger, et donc on va voir que ça a eu quelques répercussions sur certaines personnes. Typiquement, là, on est dans un cas où John, donc c'est une petite histoire, reçoit une lettre donc de Ledger, justement, avec un gros colis, donc lettre avec le logo officiel de Ledger, l'emballage avec le logo de Ledger. Et donc, je vous ai pas mis la lettre ici, mais si vous allez sur X, vous allez pouvoir retrouver la lettre. Et vous avez Ledger, entre guillemets, qui vous dit qu'ils ont subi une cyberattaque en 2020, ce qui est vrai, qu'un bon nombre de leurs données ont fuité, ce qui est vrai, et que pour pallier ça, donc pour s'assurer que l'accès au compte de John soit pas compromise, donc qui lui fournissait en solution de backup un Ledger Nano X, enfin, une Ledger Nano X, donc pareil, dans une boîte a priori réaliste. Et donc John, lui, il s'est pas vraiment méfié parce qu'il retrouvait dans la lettre des informations qui sont vraies, donc typiquement son nom, son prénom, son adresse, et donc ce qui est normal vu elle provenait d'une fuite de données. Donc il a pris sa Ledger Nano X, il l'a branché. Sur la lettre, c'est bien spécifié qu'il fallait qu'il saisisse sa phrase de 24 mots, donc qui est justement la phrase de récupération qu'il avait créée au préalable sur l'application Ledger. Et donc il a saisi sa phrase une fois la clé saisie, une fois la clé branchée, et bam, son portefeuille vidé en quelques minutes, donc avec toutes ces belles cryptos. Et donc, si on regarde un petit peu plus en détail la clé que vous avez tout à droite, vous voyez en fait que vous avez une vraie Ledger Nano X, mais en fait qui a été modifiée. Donc, vous avez un petit composant qui a été rajouté, donc qui se charge de cette exfiltration donc de la phrase de 24 mots, la communique auprès de l'attaquant qui peut ensuite, ensuite se connecter sur Ledger et aller siphonner tout le portefeuille crypto. Et donc ça, ça s'est réalisé. Et vous avez la personne qui vous raconte un peu comment ça s'est passé. Côté Steam, on avait eu une compromission le 11/05, donc d'une base de données de presque 90 millions d'utilisateurs. Donc, elle a été mise en vente pour 5 000 euros. Donc, bon, si vous êtes un petit peu au courant, 5 000 euros pour une base de 90 millions, c'est très très peu. Et notamment, ce qu'elle aurait pu contenir, ça aurait été les noms, les coordonnées, les mots de passe, date de naissance et informations de carte bancaire. Il se trouve qu'il n'en est rien. En fait, tout va bien. Enfin, tout va bien. Il s'agit en réalité des journaux de SMS envoyés pour la double authentification. Donc, ce sont des données qui comprennent le contenu des messages, l'état de la livraison, des métadonnées, les coûts d'acheminement, et notamment les codes de double authentification qui sont valables 15 minutes, donc ça n'impacte en rien. Par contre, un petit peu plus ennuyeux, c'est les numéros de téléphone. Euh, Selon Valve, ils ont dit qu'il n'y avait pas eu de piratage, qu'ils sont toujours en recherche de la source, et ils ajoutent par contre que là où c'est plus ennuyeux, c'est que les messages SMS ne sont pas chiffrés en transit et qu'ils passent par plusieurs fournisseurs avant d'arriver sur le téléphone. Donc c'est là où pourrait potentiellement venir la faille.
mais elles sont en recherche. Côté panne, donc on a une patte mondiale de 7 heures du côté des services de Sentinel-One. Donc c'est une panne qui a eu lieu le jeudi 29 mai 2025. Donc c'est important, je l'ai mis en gros parce que Sentinel-One l'a beaucoup rappelé. Il ne s'agit pas, selon eux, d'un incident de sécurité, mais plutôt d'une erreur logicielle. Et plus précisément, donc on a l'explication, donc une défaillance dans un de leurs anciens systèmes de contrôle d'infrastructure. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, euh, ce système a été activé malencontreusement lors de la création d'un compte qui a lancé une restauration par erreur d'une sauvegarde qui est vide, donc pour la table de routage WS Transit Gateway. Donc forcément, en supprimant toutes ces règles de routage, et ben, vous rendez indisponible le service, ce qui s'est passé. Et donc, SentinelOne, du coup, a bien expliqué que ce système aujourd'hui était en cours de décommissionnement. Donc, a priori, ça commence à dater un petit peu. Donc, je suppose que le service a déjà disparu. Euh, et donc, voilà, donc, ce qu'il explique donc, dans le périmètre de la panne, c'est que la gestion des actifs, la gestion de l'inventaire, et tout ce qui est service lié à l'identité, les portails d'administration et les alertes MDR étaient inaccessibles, certes, mais que les terminaux des clients étaient toujours protégés. Donc, il n'y a jamais eu réellement d'incident de sécurité, parce que la sécurité était toujours proposée et fournie. Mais que, a priori, le seul impact, c'est qu'il n'y avait pas de visibilité donc du fait que les alertes MDR ne remontaient pas et que le rapport de données de menace était soit retardé, soit, dans le pire des cas, perdu. Si vous aviez essayé de vous connecter sur les services étatiques du département des Hauts-de-Seine le 20 mai, vous avez peut-être pu voir qu'il y avait eu des ralentissements globaux des services ou alors même des interruptions. Donc en fait, ils étaient sous le feu d'une cyberattaque le 20 mai et ils avaient, pour prendre des précautions, désactivé tous les moyens de communication habituels utilisés. Donc le rétablissement s'est fait progressivement, mais on a peu d'informations sur la source ou sur un retour à la normale officielle. Toujours côté panne, donc maintenant un peu plus loin de la France, on est plus sur le réseau espagnol. Donc c'est, j'ai pas marqué malheureusement, c'est l'entreprise Telefónica. Donc dans la nuit du 19 au 20 mai, ils ont envoyé une mise à jour d'un routeur qui a entraîné un dysfonctionnement global du service. Donc là où c'est vraiment ennuyeux, c'est que même les numéros d'urgence étaient hors service. Le rétablissement s'est fait en à peu près 8 heures, donc relativement rapidement, heureusement. Tous les services étaient OK vers 10 heures. Ce qui est assez intéressant, c'est que derrière, leurs concurrents espagnols Vodafone et MasOrange n'ont pas été impactés. Donc voilà, donc vous allez voir business et politique, on n'a pas beaucoup de points, on n'en a qu'un. Et donc c'est un point qu'on voulait aborder le mois dernier, mais qu'on a oublié sur le coup. Donc c'est le cas Harvest, donc vous avez un peu suivi, on en avait déjà parlé à l'OSIR, donc une cyberattaque qui a eu lieu en février 2025 qui avait pour but d'impacter pas mal de banques ou de sociétés de gestion, donc beaucoup d'entités financières de manière générale, donc qui s'est résulté d'un ransomware propagé et d'une fuite de données sur le deep web. Et donc beaucoup de personnes ont réagi sur cette cyberattaque. Notamment, et je le cite bien, c'est un exemple, hein, il n'y a pas que lui qui a été dans ce cas, mais par exemple Saks donc a communiqué dessus. Et quelques temps après, il a fait part à sa communauté qu'il avait reçu une mise en demeure, justement, qui lui était adressée par Harvest, pour du coup lui demander de retirer ses postes critiques, parce que pour eux, il y avait une sorte de tentative d'intimidation ou de contrôle de la narration. Et donc même en lisant un extrait de la mise en demeure, on a carrément l'impression qu'ils évaluent que les personnes communiquant sur ce sujet violent l'article 323-1 du Code pénal, alors que, a priori, Saks, par exemple, n'est pas à l'origine de l'intrusion dans le système, système de traitement automatisé de données.
Bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, c'est assez curieux ce type de réaction. Inattendu peut-être pas, mais au moins curieux. Parce que le problème, c'est que déjà que le climat de méfiance envers typiquement Harvest pour cette situation n'était pas forcément incroyable, bah, ça a encore renforcé cette méfiance et plus globalement dans l'écosystème de manière générale. Et ça remonte bien le problème qui est d'avoir une certaine réflexion sur la liberté d'expression et surtout dans le domaine de la cybersécurité B2B. Et ensuite, opération internationale, et avant d'attaquer les points divers, Alors, le succès de l'opération Raptor d'Europol, donc c'était bravo à eux pour avoir réussi le démantèlement d'un réseau de cybercriminels qui se cachait derrière l'anonymat du Darknet. Donc, on parle de 270 individus, que ce soit des vendeurs et acheteurs, qui étaient répartis sur plus de 10 pays. Donc, le réseau, c'est un réseau de produits illégaux qui est de toutes sortes. Et la perquisition qui a été faite a été de 180 millions d'euros, que ce soit en espèces ou en crypto-monnaie, 2 tonnes de drogue, 180 armes, plus de 12 000 produits contrefaits et 4 tonnes de tabac illégal. Donc le message est très clair, c'est que bah, même si vous vous cachez derrière le Darknet, les forces de l'ordre pourront toujours vous retrouver. Donc bravo à eux et une belle victoire. c'est beau. Conférences, donc vous avez un extrait des conférences qui ont déjà eu lieu, ah, je viens de voir une faute, le 15 mail, Cyber on Board, BotConf, le STIC, et les conférences à venir, donc Pass de Salt du 1er au 3 juillet, et le hack de Singularity du 27 au 29 juin 2025. En point divers, donc on en a, ou troll, on n'en a qu'un, copilote un peu trop gentil. Donc pourquoi? Donc vous savez que c'est l'IA, le modèle, le LLM préféré de Microsoft, donc qui est maintenant intégré à Windows 10 et 11. Donc j'ai maintenant, mais ça date de 2023. Et donc vous avez la possibilité de l'intégrer typiquement sur vos sites SharePoint et donc de l'utiliser comme agent conversionnel. Le problème, donc ce qu'a démontré Pentest Partners, donc en faisant la démarche suivante, en créant un fichier password.txt qui était inaccessible via le compte utilisateur qu'ils utilisaient, il pu demander à Copilot en fait de lui donner le contenu présent dans le fichier password.txt. Et ce qui est curieux, c'est que Copilot du coup a réussi à exécuter leur volonté et leur a montré du coup le contenu du fichier, ce qui montre que c'est un fort problème au niveau de la gestion des permissions, parce qu'au final, Copilot, il s'en moque. Et donc, ce qui est conseillé pour le moment, et plus particulièrement par Pentest Partners, c'est de désactiver Copilot par défaut et de l'utiliser. Enfin, si vous voulez l'utiliser, assurez-vous juste d'être capable de le maîtriser et de comprendre son périmètre d'action et les enjeux que son activation amènerait. Et donc voilà, et donc prochaine réunion le mardi 8 juillet 2025. Merci pour votre écoute.